Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur le thème du lancement de la réserve secondaire en France. Je vous propose de patienter quelques minutes afin de permettre à l'ensemble de nos participants de se connecter. On a pas mal de participants attendus. En attendant, ce que je vous propose de faire, vous pouvez d'ores et déjà nous indiquer des sujets ou si vous avez des questions dans la boîte à chat qui se situe en haut à droite de vos écrans. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur des sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde en particulier aujourd'hui ou encore des actifs que vous souhaiteriez qu'on évoque en fin de webinaire. C'est vraiment et par ailleurs, sur tout le long du webinaire, on vous invite à poser vos questions, à nous faire part de vos commentaires qui sont les bienvenus. Alors, je vois qu'on a pas mal de participants qui sont en train d'arriver. On va encore attendre une petite minute avant de débuter le webinaire. Je pense qu'on peut y aller, du coup. Donc, je commencerai par vous présenter brièvement nos intervenants aujourd'hui. Alors, on a de gauche à droite Mourad qui s'occupe de nos activités pour Flexity France et Jules qui s'occupe des activités pour la Belgique. Et pour ma part, je m'occupe du développement commercial pour la France et l'Italie. Et par ailleurs, si vous avez des questions sur l'ensemble de ces pays, n'hésitez pas à nous les envoyer. On vous laissera nos contacts en fin de webinaire. Un petit sommaire pour vous présenter un aperçu des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, pour commencer, une introduction de Flexity pour ceux qui ne nous connaissent pas. Qui sera présentée par Jules. Ensuite, on vous présentera une introduction de l'AFRR, notamment sur la valeur de l'AFRR, quels sont les assets qui sont éligibles à ce mécanisme. On reviendra également sur l'expérience, sur notre retour d'expérience où on est actif sur l'AFRR depuis bientôt 4 ans en Belgique et aux Pays-Bas. Et on entrera encore, on ira un peu plus loin avec des cas pratiques. Et pour conclure, on finira par une session de questions-réponses de 15 minutes pour lesquelles on répondra. Déjà, on a reçu pas mal de réponses en amont de ce webinaire auquel on va répondre. Et ensuite à vos questions qui seront posées durant le webinaire. Avant de débuter, je rappelle quelques informations pratiques. Donc, ce webinaire, il est enregistré, il sera envoyé à l'ensemble des participants après la session. Vous pouvez poser toutes vos questions tout du long du webinaire. Pour les questions restantes, on fera en sorte de revenir vers vous par mail. Je pense que c'est les grandes informations pratiques. Donc merci à toutes et à tous pour votre participation. Commençons sans plus attendre et pour ce fait, je passe la parole à Jules qui va nous introduire Flexity. Oui, bonjour à tous. Donc, vraiment en introduction complète, pour ceux qui ne connaissent pas encore le marché de la flexibilité ou ce que fait Flexity en général, on est une société qui fait partie du groupe Veolia, qui gère aujourd'hui 2 gigawatts de puissance flexible sur plus de 10 000 sites. On s'intéresse maintenant plus aux sites avec plus que 1 mégawatt de flexibilité. On est actif en France, mais pas seulement, aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie et en Espagne. On est environ 65 employés déjà aujourd'hui et on se développe assez fort sur ce marché. La flexibilité de manière générale, en résumé, le but des gestionnaires de réseau, comme RTE en France, est d'avoir une consommation et une production qui sont toujours en équilibre. Et quand il y a un déséquilibre par une coupure d'une installation ou par une prédiction de vent de soleil qui est plus élevée que prévu, il faut rééquilibrer le système. Et pour ça,
le gestionnaire de réseau peut faire appel à de la flexibilité décentralisée pour pouvoir donc augmenter ou diminuer la consommation ou la production d'installations. Et c'est là que Flexity peut entrer en jeu pour rétablir cet équilibre. En pratique, Flexity va recevoir un signal du GRD, donc de RTE en France, et va pouvoir activer la production ou la consommation de certaines installations qui sont sur des sites industriels ou des sites tertiaires avec lesquels on a déjà discuté de vérifier quelle est la capacité flexible qu'ils peuvent avoir. Et on reviendra évidemment dans le détail sur les types d'installations qu'on peut activer par après. Le business model et comment Flexity fonctionne là-dessus, on va agréger tous ces mégawatts flexibles de différents sites industriels et tertiaires, on va les mettre à disposition de RTE, et RTE va ensuite payer Flexity, qui va ensuite payer les industriels et les sites tertiaires, et nos partenaires de flexibilité, pour deux flux financiers distincts. D'abord la disponibilité, donc simplement pour avoir mis à disposition des mégawatts flexibles sans qu'ils aient été activés, et au cas par cas pour des activations de ces installations, donc vraiment pour l'énergie et la maintenance et les coûts inhérents au fait d'avoir été activé et d'avoir changé sa consommation ou sa production d'électricité. De manière générale, Flexity est présent donc sur ce qu'on appelle les services auxiliaires, donc vraiment sur les marchés de flexibilité de base. C'est le cœur de notre métier et clairement on va discuter aujourd'hui principalement de la FRR. Mais Flexity est aussi actif sur d'autres types de marchés liés à l'électricité et liés à ses services par rapport au GRD, notamment sur le Mégapa en France, mais aussi sur la gestion des volumes d'électricité à prendre en charge pour un industriel ou un site tertiaire, et évidemment en optimisation quant aux coûts liés à ces consommations, ces productions électriques là-dessus. Je vais maintenant laisser la parole à Mourad pour la suite de ce séminaire. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint notre séminaire. Donc aujourd'hui, notre focus, c'est le marché de l'AFRR en France. Et donc, on souhaitait d'abord bien vous expliquer en quoi consiste l'AFRR et ensuite les opportunités business qui peuvent se présenter à vous. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le marché de l'AFRR est ouvert depuis un moment, mais c'est nous, notre focus aujourd'hui, c'est l'ouverture du marché de la capacité. Donc, la disponibilité pour le marché de l'AFRR. Et donc, ce marché est ouvert depuis le 18 juin 2024. Il avait été ouvert une première fois, mais puis refermé rapidement pour des soucis de marché de liquidité. Et aujourd'hui, ce marché est pleinement fonctionnel. Et donc, on va faire un petit retour d'expérience sur l'ouverture de ce marché depuis le 18 juin. Et donc, à côté de ça, on a les deux autres mécanismes de capacité, de FCR, la MFR, qui existent depuis également un moment. Et donc, en quoi consiste l'AFR? C'est un service réseau qui intervient pour équilibrer le réseau en cas de problème sur le réseau, donc en cas de chute brutale par exemple d'une unité de production. RTE va d'abord activer ce qu'on appelle FCR, qui s'active en moins de 30 secondes, et pour résorber l'écart par la suite, RTE va activer la réserve secondaire, et ce qui justifie un temps de déclenchement assez rapide. Donc ici, sur la FR, on va y revenir, mais c'est 5 minutes maximum pour s'activer. Et enfin, pour rétablir le réseau à son niveau préexistant, on va activer la réserve tertiaire. Donc aujourd'hui, en quoi consiste la FR? C'est deux types de rémunération. Une rémunération pour la disponibilité, qui est une part fixe, et une rémunération pour l'activation. La disponibilité est un prix fixe. Chaque acteur choisit sur des blocs horaires, donc d'un pas horaire, sa disponibilité. Elle peut être totale ou partielle. Il y a des blocs de 1 MW minimum qu'il faut respecter. Et cela se passe avec des enchères journalières. Donc chaque acteur, chaque jour, on voit, et nous on le fait pour chacun de nos clients, sa disponibilité heure par heure pour faire de l'AFR. Ensuite, cette disponibilité, RTE, suivant les conditions du marché, va oui ou non les activer. Et donc c'est cette partie variable qui dépend vraiment des conditions de marché qui va faire une rémunération supplémentaire. Cette partie variable, elle doit évidemment pouvoir vous rémunérer les coûts des effacements que vous allez subir. Et donc, c'est pour ça que l'activation se fait à un prix qu'on détermine avec vous, nos clients. Et ce prix-là va également déterminer la durée des activations et leur fréquence.
bien évidemment, des prix bas vont amener plus d'activations, alors que des prix hauts vont amener des activations plus rares, mais toujours potentielles. Et donc, pour résumer, il y a une disponibilité qui est des euros par mégawatt par heure, une activation qui va être des euros de mégawattheure. Donc ça, c'est vraiment les deux flux financiers importants à avoir en tête. Donc ici, quand on parle de l'AFR, on parle souvent de deux typologies d'AFR, qui sont du up et du down. Pour essayer de montrer à quoi ça correspond, pour un site qui consomme de l'électricité, donc généralement ce qu'on appelle des sites de soutirage, AFR up, donc ça il faut le regarder dans le sens du réseau. Up, c'est-à-dire il faut diminuer la consommation. Donc quand on parle de AFR up pour un site de consommation, il faut réduire sa consommation. Et l'AFR down, il faut augmenter sa consommation. Inversement, si on parle d'un site qui injecte sur le réseau, donc qui produit de l'électricité, l'AFR up va consister à augmenter sa production d'électricité sur le marché et le down va consister à réduire la production qui est injectée sur le marché. Donc ça, c'est vraiment les deux catégories d'AFR. Et ce qui est important à noter, c'est que l'AFR up et down, en termes d'activation, en termes de disponibilité, est cumulable. C'est-à-dire vous pouvez dire à RTE que vous êtes disponible à la fois pour faire du up et à la fois pour faire du down, suivant vos installations. Typiquement, une batterie peut dire qu'elle peut se recharger ou se décharger. Et donc, la rémunération de la capacité est cumulable dans ce cas-là. Si on regarde le marché de la capacité, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment des blocs, 24 blocs de 1 heure par jour, et chaque client décide, et donc on décide avec vous, suivant votre disponibilité, suivant le planning de votre consommation, quels sont les blocs horaires sur lesquels vous souhaitez faire de l'effacement. Et bien sûr, si vous avez des indisponibilités, comme ce sont des enchères journalières, il n'y a aucun problème à ne rien offrir sur ce marché-là. Donc ici, il y a une très grande flexibilité sur ce marché-là en termes de capacité. Comment est déterminé le prix sur cette capacité? Typiquement, c'est sur un merit order. Donc chaque acteur, les différents acteurs, chaque jour, avant 9 heures, vont envoyer leur volume et vont envoyer des prix associés à son volume. Et RTE va construire ce qu'on appelle le merit order. Donc va classer les différentes offres suivant les volumes et les prix associés. Et comme vous voyez, suivant un besoin journalier de RTE, RTE va sélectionner le volume qui correspond à ses besoins. Les besoins de RTE sont des besoins qui sont définis d'une manière trimestrielle, qu'on retrouve, donc là on vous a mis un exemple des besoins trimestriels pour le Q3 que RTE publie. Et donc c'est des besoins qui varient sur des blocs de 2 heures à la hausse et à la baisse sur les jours ouvrés et non ouvrés. Donc toutes ces informations, vous pouvez facilement les retrouver sur RTE et donc c'est ça qui va déterminer le prix de la capacité chaque jour qui va être disponible sur le marché. Quant aux activations, donc ça c'est une des parties les plus importantes et peut-être un peu plus techniques sur l'AFR. On a dit il faut être capable de suivre un signal transmis qui varie toutes les 4 secondes, qui peut varier toutes les 4 secondes. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir réagir sur une rampe linéaire, de pouvoir, par exemple là on fait un effacement, donc de passer à une puissance nominale à une puissance Pmin, et cette Pmin, RTE va nous donner un signal N qui va varier entre 0 et 1. Donc typiquement, si on a dit que notre puissance flexible est de 5 MW, que RTE nous demande un signal N à 50 à 0,5, ça veut dire qu'il faut s'effacer de 2,5. Donc RTE a vraiment cette capacité à faire varier ce signal entre 0 et 1, et le 1 c'est la puissance maximum qui est offerte. Et il faut suivre ce signal, cette rampe linéaire qui est ici, et vous voyez, il faut vraiment suivre la rampe linéaire que vous voyez ici. Et RTE va maintenir ce signal pendant toutes les 4 secondes. RTE va envoyer un signal pour confirmer qu'il faut maintenir. Et donc, il faut à minimum pouvoir maintenir cette puissance pendant 15 minutes. Et par la suite, RTE demande non seulement de revenir aussi à la puissance initiale avec également une rampe de 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment la particularité de la FRR. Et donc, ce que nous, on fait, pour simplifier toute cette gestion des flux et la communication avec RTE, nous avons nos Flexbox que nous installons sur les sites de nos clients et qui permet de suivre ce signal. Et notre boîtier est clairement, a clairement fait ses preuves sur le marché belge et néerlandais. Et aujourd'hui, on est en train de le déployer également pour la France avec des résultats très prometteurs. Et donc,
il faut avoir cette capacité de suivre ce signal et de transmettre également des informations à RTE toutes les 4 secondes. Si on revient maintenant un peu au marché depuis son ouverture, et donc regardons un peu plus en détail quels sont les prix que nous avons vus sur ce marché. Si on regarde ce qu'on venait d'évoquer sur les prix d'activation, donc depuis le 18 juin, on a des prix d'activation qui sont en moyenne de 21,8, suivant le sens, 20,7 sur le down. Mais ce qu'il faut vraiment noter, c'est ça qui est important sur cette courbe, c'est qu'il y a des spreads qui sont très importants durant les journées. Donc cette moyenne, pour nous, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment la différence entre le up et le down typiquement. Et on voit ici que parfois il y a des périodes en journée et ces variations s'expliquent par de multiples facteurs. Typiquement, elles peuvent s'expliquer par des capacités éoliennes ou solaires qui sont assez variables et donc qui ont un impact sur le réseau, qui peuvent s'expliquer par des défaillances de certaines unités, par des interconnexions, donc avec des problèmes qui sont hors de France. Donc, tous les problèmes qui peuvent arriver sur un réseau engendrent cette volatilité et on peut avoir des spreads qui peuvent être très hauts, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle le up et le down, et qui peuvent aller à 1000 euros, à 1200 euros. C'est ce qu'on a regardé en juillet. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail l'AFR pour quel actif, et donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est ici d'évoquer les contraintes techniques. Donc, ce qu'on a évoqué ici au début, c'est des actifs qui soient pilotables, donc ça c'est une partie très importante, et qui soient capables de suivre une consigne linéaire à la hausse ou à la baisse. Donc, les clients peuvent choisir de faire uniquement de la hausse, uniquement de la baisse, ou les deux. Donc ça, c'est totalement possible de choisir quel mécanisme se positionner. La durée de montée en charge elle est de 5 minutes maximum, encore une fois. On peut choisir des durées de montée en charge plus rapides, mais ça doit rester sur un rythme linéaire. Et il faut à minimum être capable de maintenir ce signal sur la puissance cible au moins 15 minutes. Pour pouvoir participer à l'AFR, il faut une puissance minimale de 1 MW pour un actif, mais également ou pour un regroupement d'actifs. C'est-à-dire des actifs avec des puissances plus faibles peuvent participer à ce mécanisme. Et c'est là où nous, Flexcity, on a notre rôle à jouer d'agréger différentes puissances pour pouvoir proposer des blocs de 1 MW. Donc c'est ici que c'est très important pour des actifs diffus peuvent participer à l'AFR, à condition bien sûr de s'agréger et de former des blocs de 1 MW. Pour quels actifs peuvent participer? Différents actifs. On a pour nous les actifs qu'on privilégie et qu'on pense aujourd'hui en grande opportunité pour l'AFR, on voit beaucoup sur la batterie. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. On voit beaucoup de potentiel sur les batteries. Tout ce qui est électro-intensif, l'électrolyse, les fours électriques, la cogénération, c'est des actifs qui sont pour nous importants. On voit aussi aujourd'hui tout ce qui est ce qu'on appelle les e-boilers, des chauffe-eau électriques avec des grandes puissances sur les industriels qui peuvent participer à l'AFR et on a des premiers clients et on avait déjà eu des clients en Belgique qui font de l'AFR avec ce type d'installation. Et donc pour nous, c'est très prometteur. Et également les renouvelables. Donc on peut, avec des éoliennes, participer ou avec du PV couplé à des batteries, participer à l'AFR. Et donc, encore une fois, je réinsiste sur cette rampe linéaire qui est importante, juste pour vous dire qu'il y a une certaine tolérance de 5% pour suivre cette rampe linéaire. Donc, il y a une certaine tolérance, mais cette tolérance, elle doit être vraiment vue comme en cas de souci. L'idée vraiment de RTE dans ce process, c'est d'avoir vraiment des actifs fiables sur lesquels elle peut compter en cas de problème sur le réseau. Et donc, pour vous accompagner sur ces différentes étapes, pour que vous puissiez demain devenir activé sur le marché de l'AFR, nous, on propose 3 grandes étapes. C'est d'abord de vérifier que techniquement, vous êtes capable de faire de l'AFR, donc de vérifier votre installation. On a des experts qui se déplacent sur vos sites pour vérifier votre capacité, de vérifier si on avait des capacités similaires, des installations similaires avec lesquelles on a travaillé. La deuxième partie, c'est de regarder la partie financière, qui pour nous est très importante et pour vous également, de voir ce que ça fait sens pour vous de faire de l'AFR. Faire de l'AFR parfois nécessite de faire des investissements sur le site, parfois c'est en contradiction avec certaines contraintes opérationnelles.
Ici, pour nous, le véritable challenge, c'est de vérifier que opérationnellement, vous êtes capable de faire de l'affaire et ces opérations sont financièrement viables pour vous. Ensuite, il y a une troisième étape qui est cruciale dans ce cas-là, c'est la certification RTE. Il y a un process de certification administrative assez important qui est mis en place pour RTE pour pouvoir participer à cet effacement. Et notamment, il y a un test de 8 heures que RTE exige avant de pouvoir se valoriser. Donc, ce test-là, nous, on a déjà fait des certifications avec RTE et on est capable de vous amener de gérer toute cette partie administrative et également le test exigé par RTE. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces étapes-là, on peut à ce moment-là commencer la valorisation journalière. Ce que je voulais également faire, c'est regarder également le marché depuis son ouverture. Et donc, on voit depuis l'ouverture du marché, ça c'est vraiment du coup aujourd'hui, on marque un mois depuis l'ouverture du marché, que depuis l'ouverture du marché sur un mois, on a cumulé 47 000 euros par mégawatt. Donc, c'est du up et down, ça veut dire par exemple typiquement ce qu'une batterie pourrait cumuler sur un mois. Bien sûr, on a plein de questions parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on a atteint sur certaines journées 3 000 euros qui semblent parfois excessifs. Mais ce qu'on voit sur d'autres marchés, mais on voit qu'il y a quasiment un minimum de 1 000 euros par jour si on cumule le up et le down qui sont disponibles. Et on voit que la moyenne est plutôt autour de 1 500 qui se présentent. Donc ça, on voit qu'il y a un très joli potentiel. Bien sûr, on ne sait pas si ce potentiel va garder, mais ce qui est clair néanmoins, c'est que sur la prochaine période, 1 an, 2 ans, on va avoir des prix qui vont être à ce niveau-là et peut-être petit à petit, avec la saturation du marché, ces prix sont amenés à diminuer. Mais comme on a de plus en plus de volatilité, ça reste des choses assez difficiles à prédire. Pour également vous faire un petit point sur ce qu'on voit entre la différence entre le down et le up. Aujourd'hui en France, on voit très très peu de différence entre le up et le down. La raison principale, c'est qu'aujourd'hui, RTE impose à tous les actifs de production de participer à l'AFR avec je pense, 5% minimum des capacités. Donc aujourd'hui, notre vision à Flexity, c'est que ce marché, il est surtout fait par des acteurs obligés historiques de participer à l'AFR, ce qui explique que la différence entre le up et le down n'est pas marquée, et on le verra en Belgique où c'est beaucoup plus marqué. Et ce qui veut dire, c'est que les nouvelles capacités sont en train d'arriver sur le marché, mais elles ne sont pas encore arrivées complètement. Typiquement sur des batteries ou des éoliennes ou des actifs qui ont un sens privilégié d'activation. Par exemple, des e-boilers, ça sera surtout du down. Donc on voit aujourd'hui que le marché reste assez symétrique et donc c'est surtout notre compréhension des acteurs obligés qui participent au marché. Et quel type de revenus espérer de l'AFR? Ça, c'est une question, on va dire, assez cruciale et je pense que chacun de vous se la pose. Ça, c'est des ordres de grandeur. On pense que ça dépend vraiment des actifs, ça dépend de vos contraintes opérationnelles. Parce que ici, ce qu'on va essayer de faire, on va pas uniquement vous valoriser sur de l'AFR, mais valoriser tout votre site. C'est-à-dire, si je prends de la cogénération ou une chaudière électrique ou une batterie, ce qu'on va optimiser, c'est l'ensemble du système. C'est-à-dire, une chaudière électrique, on va optimiser la vapeur. On va regarder quel est le coût de la vapeur pour vous, quel est votre coût d'opportunité. Et c'est en fonction de ce coût-là, de vos contraintes opérationnelles, combien de vapeur vous devez produire, est-ce que vous êtes flexible ou pas, on va pouvoir déterminer vos revenus. C'est pour ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des chiffres autour de 150 à 350 euros par mégawatt par an. Et on voit vraiment, comme je l'ai dit, qui va jusqu'à 350 000 euros, peut-être encore plus, mais à regarder en fonction de votre installation. Et pour les batteries, ce que je disais au début, c'est là où on pense qu'il y a le plus de potentiel. Bien sûr, ça dépend si c'est une batterie 1 heure, 2 heures, est-ce qu'elle est couplée au réseau, il y a des contraintes réseau ou pas. Mais on voit des potentiels de 200 à 400 000 euros par mégawatt par an. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on voit comme des actifs et le potentiel d'AFR en France. Et juste pour comparer rapidement aux autres marchés de la capacité en France, on voit qu'aujourd'hui, le marché de la FCR, qui était le marché de la réserve rapide aujourd'hui, tasse un peu. Là, on a ramené les chiffres à l'euro par mégawatt par heure. Et c'est aujourd'hui sur l'AFR où on a le plus de potentiel. On a mis à titre de comparaison le MECAPA et l'AOE. Mais il faut bien savoir, ici, on a ramené par heure. Et donc,
ces deux mécanismes ne sont disponibles que certaines heures par an sur certaines périodes de l'année, uniquement pendant les périodes de tension. Donc, si on veut une rémunération toute l'année, c'est sur l'AFR aujourd'hui qu'on retrouve le plus grand potentiel. Et maintenant, je vais redonner la parole à Jules qui va nous faire un retour d'expérience sur la Belgique et les Pays-Bas. Merci beaucoup, Morad. Donc, pour les retours d'expérience des autres pays en Europe où la FRR est déjà ouvert, donc typiquement les Pays-Bas, qui s'est ouvert officiellement en 2013, et ici je vous présente les chiffres pour les 12 derniers mois de prix de capacité. Et donc, comme le disait Morad, voilà, c'est des marchés sur lesquels il y a déjà beaucoup moins de symétrie concernant les prix de capacité. On a clairement un pic plus haut de la moyenne des prix pour le up que pour le down, parce qu'il y a clairement cette différenciation de différentes installations qui ont un sens de priorité et qui participent différemment sur les deux marchés. Et on a pour information quelques prix d'activation typiques par rapport au volume sur les marchés des Pays-Bas là-dessus. De la même manière pour la Belgique, c'est très similaire aux Pays-Bas en fait, hein. Donc là, la FRR a ouvert en 2021 et on a aussi beaucoup moins de symétrie sur les prix de capacité quand on regarde les 12 derniers mois. On voit ici le up est évidemment plus haut que le down. Et on a des prix d'activation qui sont aussi typiques là-dessus. J'entrerai pas dans les détails de toutes les différences de la FRR entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, mais voilà, sachez que pour les prix d'activation, il y a un cap plus bas en Belgique qu'en France, ce qui peut expliquer que les prix d'activation sont différents, mais ça change assez peu pour l'instant les estimations de revenus sur l'année que pourraient avoir ces installations sur le marché de la FRR en France. À titre de comparaison un peu plus général sur la Belgique et les Pays-Bas, pour la FRR, on a vraiment entre les trois pays un même volume de capacité disponible ou mis à disposition par le GRD. On a des revenus types qui sont pour l'instant du même ordre de grandeur, même si c'est dans la fourchette basse des estimations qui ont été présentées pour la FRR, donc entre 150 à 200 000 euros par mégawatt flexible par an en 2023. Ça, c'est vraiment une estimation des revenus totaux et en capacité et en activation pour du up et du down dans les deux sens, avec une disponibilité standard d'installation. C'est-à-dire qu'il y a des installations qui ne sont pas disponibles 24 heures sur 24, et donc on a pris une moyenne du portefeuille que Flexity gère, et c'est plus ou moins dans ces revenus-là qu'on est en 2023. Les installations types, dans ces marchés-là, clairement des turbines à gaz, des parcs éoliens, des cogénérations. Jusqu'ici, encore assez peu de consommateurs industriels et encore assez peu de batteries, même si on sait qu'elles sont de plus en plus installées et de plus en plus connectées au marché AFRR. Et chez Flexity, on gère en majorité des cogénérations, des turbines à gaz ou à vapeur, des éoliennes, des batteries, des consommateurs comme des électrolyseurs ou même des LED pour certains clients qui ont beaucoup de flexibilité dans ces puissances-là. Les facteurs influents, clairement les prix spot d'électricité, de gaz, de CO2 qui vont influencer les coûts d'opportunité et donc, comme l'expliquait Morad, le coût qu'on peut prendre en compte et sur lequel on doit valoriser ces actifs. Les prédictions de vent et de soleil pour ces jours en question et les disponibilités des différentes installations qu'on peut connecter. Maintenant, pour quelques cas pratiques, et je ne veux pas aller dans tous les détails pour laisser de la place aux questions-réponses, bien sûr, mais on a regardé une cogénération et une batterie. Donc typiquement ici, on a une cogénération qui est en Belgique, qui est une cogénération gaz, qui est assez ancienne, mais qui reçoit encore des subsides par rapport à sa production électrique, qu'on prend en compte évidemment dans les coûts d'opportunité. En tout, on a 6 MW flexibles et pour VBK, sur les 12 derniers mois, ça a fait 154 000 euros par an. Donc 2 tiers par rapport aux disponibilités et 1 tiers sur l'activation, qui évidemment l'activation doit couvrir du coup les coûts engendrés par ces activations en down qui existent, c'est-à-dire la perte de subsides par exemple ou la maintenance supplémentaire nécessaire. Mais clairement en tout, les revenus sont quand même très positifs et c'est assez important comme revenu supplémentaire pour un industriel de pouvoir bénéficier de ces possibilités-là. Un deuxième cas pratique, une batterie sur la FRR. Donc clairement là, le défi et l'objectif, c'était de ne pas uniquement utiliser les revenus de imbalance, qui sont un peu les revenus faciles à capter pour des batteries, mais d'aussi utiliser une partie de cette puissance flexible de la batterie sur la FRR. Et ici, on était sur un cas où il y a 5 MW et une capacité de 10 MWh. On l'utilise du coup en up et en down, et on a des revenus uniquement sur la FRR, encore une fois, de 218 000 euros par an, qui sont là plus axés sur l'activation que sur la disponibilité, parce qu'on ne met pas toutes les mégawatts de la batterie sur la FRR, on en garde aussi pour gérer la charge de la batterie et
participer potentiellement à d'autres marchés comme l'imbalance et pas uniquement la FR. Je vais maintenant redonner la parole à Karima pour conclure et puis passer aux questions-réponses, bien sûr. Voilà. T'es pas dedans, t'as pas le micro? Si, je suis. Donc merci Morane, merci Jules pour ces informations très intéressantes. Ce que Flexity peut faire pour vous, donc Flexity, on peut vous accompagner tout le long du processus de certification, mais avant toute chose de l'étude de votre potentiel flexible. On étudie le potentiel de vos sites tout en essayant de respecter au maximum vos contraintes. On essaye de vulgariser toutes ces règles qui sont de plus en plus compliquées avec des services qui sont de plus en plus exigeants. Et suite à quoi on met en place toute une stratégie, notamment j'ai vu qu'on avait pas mal de questions au niveau des pénalités, donc on fait en sorte de mettre en place une stratégie sur mesure pour vous éviter tous ces ajustements de rémunération. Et on met aussi en place un boîtier, étant donné que c'est des activations qui sont très courtes, avec un délai de réactivité aussi qui peut se faire que de manière automatique. Et on a également eu des questions sur toutes les remontées de données, etc. On s'occupe vraiment de simplifier toutes ces démarches pour vous. Et c'est ce qu'illustre cette slide. Donc, on met en place un tableau de bord afin que vous puissiez suivre l'ensemble des activations. Et ce qui est assez pertinent, notamment pour les multisites, on le voit beaucoup aujourd'hui, notamment sur les parcs éoliens qu'on valorise, que ce soit aux Pays-Bas, en Belgique ou en France désormais. Et aussi pour l'ensemble des multisites, vous avez une astreinte 24/24, étant donné que c'est des activations aussi qui ont beaucoup lieu durant la nuit. Et on va passer ce qui reste 13 petites minutes. Je vais redonner la parole à Jules et Mourad pour passer aux questions-réponses. Tout à fait. Vous voulez d'abord répondre à certaines questions qui étaient posées juste avant le séminaire? Je pense que certaines questions que j'ai vues déjà une question par rapport à Picasso. Donc il faut savoir que Picasso, ça sera éventuellement en novembre 2024, mais ça sera à RTE de choisir, donc ce n'est pas encore confirmé. Donc c'est ça qu'on regarde. Si on regardait aussi, on avait des questions avant sur les batteries des véhicules électriques. Bien sûr, ils peuvent participer dans une agrégation. Donc nous, notre objectif, c'est de les agréger pour avoir une puissance, pouvoir offrir des blocs de 1 MW. Donc c'était des questions qu'on voyait. Je regarde aussi les différentes... pour des batteries, quelle est la durée d'activation journalière? Ça va dépendre de la taille de la batterie, c'est-à-dire si c'est une batterie 1 heure, 2 heures, et des cycles. Donc nous, il y a des garanties constructeurs, mais là, ce qu'on peut voir typiquement, c'était un cycle et demi pour des batteries de 2 heures. Il faut trouver l'optimum entre capturer le potentiel au début du marché qui vient de s'ouvrir et la dégradation de la batterie. Et donc c'est ça qu'on regarde, mais on est typiquement sur un cycle et demi par batterie. Déjà, je regarde également les autres questions. Quand on parle de 200 à 400 kg par mégawatt par an, c'est bien sûr oui, sur les mégawatts installés, certifiés. C'est vraiment la puissance flexible. Donc, si vous avez une batterie, je vais prendre un autre type, un e-boiler qui a une puissance de 10 mégawatts, la puissance certifiée, ça va pas être 10 mégawatts, mais ça va peut-être 2-3 mégawatts. Donc, c'est votre capacité à vous ajuster, à faire du up et du down. Donc, c'est pas la capacité de l'asset, mais c'est la capacité à vous effacer. C'est ça qui, pour moi, est important. Est-ce que le prix des activations est-il ajustable en temps réel? Oui, il est ajustable, c'est pas en temps réel, mais un délai de neutralisation de 25 minutes. C'est-à-dire, on envoie tous les billings à RTE et on a la possibilité de les changer 25 minutes avant. Il y a une question sur Je me permets, hein, Oui, regarder les questions qui nous arrivent, on essaie de répondre aux principales et à celles qui reviennent souvent. Donc il y a une question, donc, quand on fait du up et du down, quelle est la référence pour vérifier si on a réellement plus ou moins produit? La référence, est-ce que c'est la courbe de charge de l'heure précédente ou qu'est-ce que c'est? Comme on est sur des pas de temps assez courts, la courbe de charge qu'on appelle la baseline, ça va être 30 secondes avant l'activation. C'est-à-dire ce que RTE va regarder, au moment où on va dire faites down 4 MW, 1 MW, quelle est la référence? C'est
la puissance qui était là 30 secondes avant la réception de ce signal. Donc, c'est pour ça que nous, on a notre boîtier qui va calculer ça en temps réel et ajuster en fonction quelle est la puissance pour le site. Qu'est-ce qu'il faut comme question? Pardon, hein, je les défile, j'essaie de trouver les plus importantes. On les identifiera et on va aussi vous répondre au cas par cas si jamais on ne les traite pas dans le temps qui nous reste, évidemment. Tu veux choisir une question? La stratégie de bidding. Il y a une question, c'est quelle stratégie de bidding on utilise pour la FRR? La stratégie de bidding en France, elle va surtout être en fonction de vos coûts d'opportunité. C'est-à-dire, c'est pour vous faire de la FRR, vous s'effacez. Par exemple, vous produisez de la vapeur. Ben, pour vous, c'est quoi le coût opérationnel de produire moins? Après, vous avez aussi un coût d'opportunité qui peut être quasiment zéro de produire plus. C'est-à-dire, si le réseau vous produit plus, vous paye à produire plus de vapeur, vous êtes capable de l'accepter. Et ce que vous allez prendre comme comparaison, c'est le prix de votre fourniture, typiquement le day ahead. Donc, si un prix d'activation pour consommer plus est plus intéressant que le prix du day ahead, bah, effectivement, il faut choisir ça. Donc, c'est là où nous, on calcule les coûts d'opportunité pour chacun de nos clients en fonction de, typiquement, même sur des gros assets, et ça, c'est en Belgique ou en Irlande, on a des électrolyseurs qui produisent du zinc ou un autre métaux. Bah, le coût d'opportunité, c'est peut-être ma rémunération versus produire 1 kg de zinc, combien ça me rapporte? Bah, c'est ça que nous, on prend en compte. Tout à fait, c'est des clients avec lesquels on travaille depuis longtemps en Belgique et aux Pays-Bas, mais qui clairement utilisent le plus possible la FRR avec un calcul correct de tous les coûts engendrés ou de tous les coûts d'opportunité, leur production, leurs subsides qu'ils n'auraient pas perçus pour certains cas pour des cogénérations, et tout autre type de maintenance ou d'opération qui peut influencer ce coût d'opportunité. Exactement. Une autre question, alors c'était pour le fameux schéma technique là-dessus. Donc la question c'est, RTE envoie un signal, est-ce qu'on a 5 minutes pour s'effacer? Est-ce qu'on est donc prévenu 5 minutes avant et comment réagir automatiquement via le boîtier de Flexity? En fait, le signal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut maintenir une communication quasiment en temps réel avec RTE. Donc RTE envoie des signaux toutes les 4 secondes. Donc une fois que le signal reçu qui demande une activation, on doit démarrer. Ça veut dire, ce qui est important, c'est qu'on doit suivre cette rampe linéaire. Et donc, ce qui est important, c'est de s'activer quasiment automatiquement. Il y a un délai de, je pense, maximum, un lead time, c'est un délai de 60 secondes pour commencer. Et ça, c'est aussi de la tolérance. Mais par la suite, il faut vraiment monter rapidement en charge pour suivre ce signal 5 minutes. Et donc, c'est vraiment suivre un signal. Ce que dans les règles de RTE ne va pas dire 0,1, va plutôt dire 0, 0.2, 0.3, 0.4 en suivant cette fameuse courbe linéaire et qui va prendre en compte les spécifications de votre asset, c'est-à-dire si vous avez bien défini une rampe à 5 minutes. C'est un peu technique, mais ce qui est important à noter, c'est que ça nécessite un actif assez réactif et une communication en temps réel avec RTE que nous, on met en place grâce à notre boîtier. Donc c'est plus continu, en fait, vraiment que le marché NFRR, où là, on a un temps et on peut faire n'importe quoi dans ce temps-là pour atteindre la puissance flexible. Là, c'est vraiment suivre une rampe linéaire chaque 4 secondes pendant ça. Exactement, ouais. Une autre question, la batterie est-elle l'actif qui a le coût marginal le plus bas parmi les actifs qui bident sur la FRR? Je pense que c'est le cas, je pense. Il faut regarder, qui bident peut-être en énergie, en capacité. Ce que je disais, il y a des acteurs qui sont obligés. Ouais. On pense que parmi les assets qui bident surtout sur la FRR, on a pas mal de. Le prix marginal est déterminé, à notre avis, par les CCGT, les turbines à gaz, du réseau, qui, elles, sont vraiment les principaux actifs qui font le coût marginal. C'est notre hypothèse. Alors, une autre question. Pour les batteries, non, ça j'en ai répondu, je pense. Est-il possible de participer en France à la FRR dans le cas d'un actif de stockage hybridé à un parc solaire et dans le cas où le parc solaire est en appel d'offres? Effectivement, oui, on peut participer. C'est un des cas que nous, on est en train de regarder et sur lesquels on pense qu'il y a un vrai potentiel. Notamment, ce potentiel, il est lié au fait d'éviter des écrétages, c'est-à-dire de pouvoir éviter que l'actif, si on a trop de soleil, de brider la capacité. Également, c'est un potentiel si on a des connexions au réseau qui sont limitées, c'est-à-dire la connexion au réseau local à Enedis qui est limitée, et donc du coup la batterie fait tampon.
Et donc, ces deux cas-là permettent de capturer des coûts d'opportunité qui n'existent pas, en plus de pouvoir valoriser la batterie, c'est-à-dire de pouvoir recharger et décharger la batterie suivant les heures les plus opportunes. Alors, une autre question qu'on a eue, c'est, on a cité l'imbalance ou le marché imbalance. En quoi est-ce différent des marchés de flex primaire et secondaire? Ouais, en fait, en gros, ouais, c'est ça, en Belgique, on l'utilise souvent. Alors, je pense que c'est une traduction, c'est un anglicisme d'utiliser imbalance. Je pense qu'en français, on appelle ça le coût de déséquilibre, qui est du coup un coût appliqué au déséquilibre sur le réseau par le GRD. Donc, c'est en plus du prix de l'électricité, il y a vraiment un coût de déséquilibre par rapport à ce qu'une installation était censée consommer, qui peut être positif ou négatif. Donc, ça crée une opportunité d'aller attraper les opportunités positives financièrement, au prix des écarts, autant pour moi, là-dessus en France. Et du coup, c'est pour les batteries ou des installations qui peuvent facilement modifier leur consommation, leur production, mais typiquement les batteries, une opportunité facile à aller capturer, étant donné qu'il n'y a pas d'enregistrement d'enchères et de signal linéaire à suivre ou de conditions assez spécifiques pour capturer ces prix-là. C'est clairement positif, c'est des points sur lesquels, pour les batteries qu'on a dans le portefeuille, on capture aussi et on arrive à utiliser une partie de la capacité d'une batterie pour la FRR et une partie pour l'imbalance. Et on peut faire varier ça évidemment suivant les algorithmes qu'on a, suivant les prédictions qu'on a des coûts d'imbalance et des coûts. Pardon, j'utilise toujours le terme anglais, mais c'est mon côté belge. Et donc on peut capturer le meilleur, le maximum pour une batterie sur ces différents marchés. Mais on ne le considère pas comme un marché de réserve, pas proprement parler. Ouais. Et je vais prendre deux questions mais qui sont parfois similaires. J'ai pas répondu sur le parc solaire est en appel d'offres. Oui, on peut participer. On peut même participer avec des parcs solaires qui sont en PPA. Bon, après, il y a aussi des terminologies qu'il faut maîtriser, mais par exemple, les courbes de charge sont retraitées. C'est ce qui vous permet de certifier votre production. Ce que RTE vous demande d'effacer ou de consommer en plus n'est pas impacté sur votre facture d'électricité, donc parce que c'est une demande de RTE de Livraison. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. Et pour le paiement à la baisse, oui, il existe. C'est pas comme la MFR. Juste pour préciser la question, parce que je crois comme ça. Donc la question, c'est le paiement à la baisse. Est-ce qu'il existe également sur la partie activation ou uniquement sur la capacité? Et donc, je te laisse répondre. Oui, il existe sur les deux. Donc ça, c'est une vraie particularité de la FR. Vous êtes payé sur les deux et vous pouvez cumuler à la fois la capacité en hausse et en baisse. C'est-à-dire si d'un coup vous pouvez aller dans les deux sens, vous pouvez même être un peu déséquilibré dans un sens ou à l'autre. Donc c'est tout à fait possible. Tous ces cas de figure sont possibles. Et voilà, c'est une des particularités qui est très intéressante pour la FR. Je pense qu'on arrive au temps imparti, sauf alors c'était 11h45, donc on va vous laisser les délais qui étaient prévus. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. On va essayer de reprendre un peu, parce qu'on a vu il y a beaucoup de questions, de reprendre certaines questions, de vous faire un retour par mail. Et n'hésitez pas à nous écrire, vous avez le contact ici. Donc n'hésitez pas, on sera ravis de faire une session avec vous pour mieux vous expliquer, aller plus en détail et surtout comprendre votre cas d'usage. Merci à tous. Merci.